Bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Emmanuelle Ducot. Bonjour Alexandra. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. On est ravis. On va pouvoir discuter pendant une demi-heure, 40 minutes, de la place des femmes dans le débat public. Et aujourd'hui, tout particulièrement, en fait, de leur place dans le secteur du journalisme. Donc, avec vous, Emmanuelle Ducot, vous êtes journaliste à L'Opinion, qui est un média national. Quotidien, exactement. Vous avez une carrière bien nourrie puisque vous aviez commencé plutôt dans le secteur du journalisme des finances et de l'économie, dans différents supports, dont Investir, le journal des finances. Oui, j'y passe pas mal de temps. Voilà. Vous avez travaillé pour la télévision suisse romande. Vous avez fait aussi des chroniques, je crois, sur TV5 Monde, iTélé, aujourd'hui aussi sur LCI. Une fois par semaine. Voilà, régulièrement. Vous avez gagné un prix, le prix City Columbia en 2018, un prix du journalisme. Voilà. Et vous êtes aussi très, très connu parce que vous avez beaucoup investi sur le réseau social Twitter et vous avez l'habitude de prendre des prises de position assez fermes, en tout cas, voilà, vous exprimez très clairement votre opinion, ce qui est, vous allez nous expliquer, qui est parfois aussi des retours de bâton, c'est pas forcément évident, hein, voilà. Et donc, finalement, c'était pour moi assez évident de vous inviter à ce Café des Lyonnes parce que, à la question, est-ce que vous êtes une femme engagée? J'ai quasiment envie de répondre à votre place, mais je vais vous expliquer, voilà, est-ce que vous avez l'impression d'être une femme engagée? Et pour vous, c'est quoi être une femme engagée? Alors ça, c'est une question compliquée et en fait, ça n'est pas quelque chose qu'on décide. J'ai pas décidé un jour de me dire je vais m'engager sur des sujets comme ceux qui sont les miens. Donc j'écris beaucoup sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur les transports, sur la technologie. Donc ce sont des sujets un peu forts et je vais parfois un petit peu au-delà, comme je vais une fois par semaine chez David Pujadas. Donc ça me force à sortir aussi un petit peu de mon couloir habituel. Je travaille dans un journal qui s'appelle L'Opinion, c'est-à-dire un journal qui pose des faits et qui ensuite en tire une opinion. Donc, ça nous force quand même déjà à avoir, disons, un avis sur les sujets qu'on traite. Et moi, un parti pris éditorial, là, clairement. On a un parti pris éditorial. Un parti pris éditorial, ça ne veut pas dire qu'on laisse les faits de côté. Hein. Ça veut dire qu'on traite d'abord les faits, parce que ça, c'est notre travail de base, mais qu'ensuite, on en tire quelque chose éditorialement. Et ça... Je suis allée sur des sujets qui n'étaient pas des sujets très sexy. Au départ, l'agriculture et l'alimentation, c'est des sujets qui nous concernent tous quotidiennement, mais qui sont montés petit à petit dans le débat public. Et ce sont des sujets sur lesquels j'avais des convictions avant de commencer à écrire, avant de commencer à travailler. Et je suis allée contre moi-même en les traitant. Je les ai pris d'abord sous un angle économique et je me suis rendu compte en travaillant ces sujets que ce que j'en retirais, en allant interroger des spécialistes, etc., n'était pas ce que je croyais initialement. D'accord. Donc, j'ai dû aller contre moi-même. Donc, ça vous a un petit peu c'était très déstabilisant. Ouais, d'accord. C'est déstabilisant d'avoir des convictions fortes sur des questions écologiques, par exemple, et de se rendre compte que finalement, on s'est trompé. Et je pense que je me suis trompée sur pas mal de sujets. Donc, l'engagement pour moi, ça a été d'abord ça, c'est-à-dire admettre que je m'étais trompée. Donc, prendre conscience et ensuite le reconnaître, travailler plus, vérifier toujours, encore, tourner encore autour des sujets pour savoir si on n'a pas oublié quelque chose. Et une fois que ce travail-là a été fait, je me suis dit que il fallait que je partage cette expérience-là. D'accord. Parce que ce sont des sujets cruciaux, des sujets vraiment capitaux. Et le fait d'avoir eu une petite fille, m'a posé beaucoup de questions sur la manière dont on alimente les enfants. Et il y a beaucoup de pression sur les mères quand elles ont des enfants. Et je me suis dit qu'il fallait que ce qui m'était arrivé à moi, c'est-à-dire de me libérer par rapport à un certain nombre de craintes, peut-être je pouvais le partager et que ça pouvait être utile à d'autres. Alors après, Twitter, c'est un média super et c'est effectivement un média d'engagement qui est chronophage. Alors j'essaye assez régulièrement de prendre un peu de recul et d'y passer moins de temps, etc. Et de changer ma manière de faire parce que c'est aussi très violent et on prend beaucoup de coups. Mais c'est aussi un média super parce qu'on peut aller toucher beaucoup de gens qui peuvent vous faire des retours, qui peuvent, poser des questions, on peut leur répondre, quand ça reste, courtois. Et finalement,
j'ai réfléchi à ce que ça représentait Twitter dans ma vie de journaliste et j'en suis arrivée à la conclusion que ça correspond à ce que je faisais au tout début de mon travail de journaliste. J'ai été journaliste pour Le Progrès, j'étais correspondante locale de presse pour Le Progrès dans une agence de la Loire et j'ai commencé mes tout premiers papiers pour La Montagne. Ah oui, très bien sûr, un grand quotidien régional. Et donc j'étais dans une petite agence, dans une petite ville et quand j'écrivais des articles, si les lecteurs n'étaient pas contents ou les intervenants pas contents ou s'ils n'étaient pas d'accord, le lendemain, je les avais dans mon bureau. Ah oui, c'est ça, c'est un retour direct, ça. Et ça arrive assez rarement quand on est journaliste dans un quotidien national. Vos lecteurs, vous les voyez finalement assez peu. Oui. Et donc, il y a des filtres dans la rédaction. Il y a des filtres, etc. Puis on est un peu dans notre bulle journalistique, etc. Et c'était important pour moi d'avoir ce retour-là parce que ça aide parfois à retenir sa plume, à mieux choisir ses mots, à aller travailler un petit peu plus, etc. Et finalement, l'engagement journalistique que moi, je trouve sur Twitter, c'est aussi celui d'affronter les lecteurs. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, dans ce que vous nous expliquez, c'est un peu une démarche. C'est-à-dire que c'est peut-être ce poste à l'opinion qui a amené une réflexion, puis Twitter, puis une interaction avec vos lecteurs. Oui, parce que avant, j'ai un compte Twitter depuis quand même assez longtemps. D'accord. C'est un compte qui, pendant des années, a tweeté des trucs rigolos et qui en tweet un peu moins aujourd'hui parce qu'en fait, il a grossi. On peut plus faire n'importe quoi après. Et je l'ai appris à mes dépens. Oui. Pas forcément parce que j'ai fait n'importe quoi, mais parce que les conséquences ne sont plus les mêmes. Mais l'engagement, c'est aussi, de donner le fruit de son travail avec son nom, sa photo à côté et de dire qu'on assume les choses qu'on dit parce qu'on les a travaillées. Oui, d'accord. L'engagement dans le débat public, pour moi, il est celui-là. C'est-à-dire que sur les choses que j'écris, j'engage mon nom. Bien sûr. Voilà, mon nom. Et à un certain moment de ma vie, parce que ça a été parfois un peu, secoué, ça a aussi engagé ma vie personnelle, ma famille, mes amis et mes proches. Donc voilà. Mais alors justement, comme c'est difficile, est-ce que ce travail, à un moment, on doit se remettre en question, on doit se dire, est-ce que ça vaut la peine de prendre ses coups, d'engager son nom, de s'engager soi-même? Est-ce que finalement, cet engagement que vous avez, est-ce que vous en tirez profit? Est-ce qu'il vous apporte quelque chose? Oui, je crois que ça vaut la peine. Je crois vraiment que ça vaut la peine parce qu'il y a une satisfaction à avoir travaillé et à partager le fruit de son travail. Il y a une satisfaction à engager des discussions. Il y a une satisfaction à savoir que quelque part, la parole qu'on a élaborée, travaillée, aide à la réflexion dans le débat public. Même si ça a pour conséquence d'avoir des affrontements, un débat un petit peu costaud, un peu musclé parfois. Si on fait du journalisme en refusant l'affrontement et le débat sur ce qu'on écrit, c'est qu'on a un problème avec le journalisme. On fait de la communication, on fait plus du journalisme. Comment dire? Le journalisme, c'est pas juste balancer des idées comme ça. C'est aller d'abord chercher des faits et élaborer à partir de faits. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Quand on va sur un plateau de télé, les gens disent, ils parlent sur tout et n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Il y a du travail. Il y a du travail d'abord. Oui, on s'en rend pas forcément compte. On appelle les gens, on vérifie des choses, on lit. Enfin voilà, c'est du travail. C'est du travail. C'est pas de l'improvisation. Je fais pas du théâtre. Je suis journaliste. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça nécessite cet engagement dans le débat public, d'avoir aussi confiance dans ce qu'on a été chercher soi-même, dans sa capacité de jugement. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend en vieillissant, qui se travaille aussi beaucoup. Le journalisme, c'est beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes qu'il faut aller lever les uns après les autres, qu'il faut conserver aussi. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que les gens qui ne doutent pas, finalement, sont assez dangereux généralement. Donc, il faut douter beaucoup. Et alors, est-ce que vous pensez que les femmes, elles manquent de quelque chose pour réussir dans le débat public? Parce que finalement, on en voit assez peu, c'est peut-être moins vrai dans le journalisme. Ça l'est de moins en moins. De quoi est-ce qu'elles manquent? Je pense peut-être de confiance en elles. Du fait que leur travail équivaut à celui des hommes la plupart du temps. Alors, c'est de moins en moins vrai qu'on ne les voit pas dans le débat public. Et je note, moi, par exemple, sur les plateaux télé, aujourd'hui, beaucoup de programmateurs font vraiment l'effort d'équilibrer les plateaux. Alors, au début, c'est un critère qui n'est pas forcément très sympa pour une femme de savoir qu'on est invité parce qu'on en est une. Mais ce que je note aussi, c'est que la plupart du temps, ces femmes viennent, font la preuve de leur excellence et reviennent. Voilà. C'est des petites démarches
qui sont faites collectivement dans les médias, que la politique doit probablement encore faire un peu. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une chose intéressante. Et alors, il y a une chose qui manque aux femmes, c'est celle-ci. Quand on les appelle pour leur demander leur avis sur un sujet, pour les inviter quelque part, dans un colloque, que sais-je. Ouais. On les invite à prendre la parole. On les invite à prendre la parole. La plupart du temps, leur première réponse est « je ne saurais pas le faire, je n'ai pas toutes les compétences ». Et quand on m'a invité la première fois à venir sur le plateau de David Pujadas sur LCI, c'était il y a 2 ans, c'est la chose que j'ai répondu. Ah d'accord, vous-même. J'ai dit ça. Et la programmatrice de l'émission m'a dit « seules les femmes me font cette réponse. Les hommes ne se posent jamais cette question. » Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a convaincue. Et je me suis dit, si elle me dit ça, elle, c'est son travail de programmer des émissions, etc. Elle m'a aidé quelque part à lever une espèce de peur et un petit plafond de verre que je m'étais mise à moi-même en me disant, oui, mais peut-être que des gens qui sont là depuis plus longtemps, etc. Oui, finalement, quand on vous appelle, il ne faut pas se poser la question. Si on vous appelle, les gens voient en vous peut-être un potentiel qu'on ne voit pas soi-même. Exactement. Et je pense qu'on ne sait qu'avec l'expérience si on pouvait ou pas. Et il faut essayer avant de savoir si on est capable ou pas. Donc, je pense que peut-être c'est ça aussi. C'est que c'est peut-être pas une chose dont les femmes manquent, c'est une chose qu'elles ont en trop. C'est cette espèce de verrou de sécurité qui consiste à dire quelqu'un, c'est ça, quelqu'un le fera forcément mieux que moi. En fait, si on vous appelle, c'est qu'on vous a identifié comme étant quelqu'un qui a quelque chose à dire sur un sujet. Donc peut-être ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Et d'ailleurs, sur vos plateaux sur LCI, régulièrement, quand il y a plein de femmes qui sont invitées sur des secteurs d'activité, l'économie, les sciences, etc. Oui. Et donc le retour que vous en avez, c'est quoi? Elles sont aussi compétentes que les hommes, j'imagine. Mais c'est même pas une question. Enfin, je veux dire, hier, par exemple, il y avait une émission sur la réforme des retraites. Il y avait une économiste du BIPE qui était là. Elle était super. Elle était fantastique. Elle était extrêmement pédagogue dans sa manière d'expliquer les choses. La semaine d'avant, on a eu un débat sur la sûreté nucléaire et c'était une professeure du Conservatoire national des arts et métiers qui est spécialiste de ces questions. Et c'est pareil, elle était fantastique, elle était précise. Peut-être, alors j'aime pas faire des grandes généralités sur les qualités des hommes et des femmes, voilà, mais quand on est une femme, souvent qu'on a des enfants, et d'ailleurs qu'on en ait ou pas, ça ne change rien du tout. Hein, c'est un rapport qu'on a aux autres. On explique beaucoup les choses tout le temps dans notre quotidien. Oui, on est dans la pédagogie. Dans la pédagogie. Et je pense que ce talent-là, ce savoir-faire-là, il faut pas le négliger. C'est un super talent dans le débat public de savoir faire de la pédagogie. Et de trouver des images, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, femmes, ont en elles et n'exploitent pas suffisamment. Donc, je pense qu'il faut, à un moment, se faire peut-être un peu violence. La peur, c'est bien quand c'est du trac et c'est pas bien quand c'est le truc qui vous... Un verrou qui vous empêche. Qui vous empêche de sortir de chez vous et d'aller vous confronter au monde et confronter vos idées au monde. En fait, c'est pas grave, en plus, de se tromper. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave de pas être d'accord avec les gens. Oui, ça, c'est important de le rappeler aujourd'hui. Au contraire, le débat public, c'est aussi du désaccord. Et il faut qu'on réapprenne à exprimer des désaccords de manière cordiale, courtoise, et de se dire que... De s'écouter. De s'écouter, de voir que parfois, on peut changer de position, ou qu'on sera jamais d'accord, mais que ça ne nous remet pas en cause en tant que personne, qu'être humain, etc. Qu'on a des parcours de vie qui font qu'on n'envisage pas les choses de la même manière. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment important. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation et du désaccord. Et il y a peut-être autre chose qui est important, c'est on n'est jamais aimé de tout le monde. Oui, ça, c'est vrai. On n'est jamais aimé de tout le monde. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et on peut être aimé pour certains aspects, ne pas être aimé pour d'autres. Et c'est assez marrant sur Twitter parce que parfois, on dit des choses et les gens disent « Je suis extrêmement déçue par ce que vous venez de dire ». Moi, j'ai envie de leur répondre, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on peut être d'accord sur certaines choses, pas sur d'autres. Ça n'enlève rien au fait qu'on est d'accord sur certaines choses et que c'est la vie, en fait, de pas être d'accord. Et ça vous arrive avec les gens que vous aimez. Pas mettre trop d'affect, en fait. Voilà. Peut-être que l'affect, si on enlève un peu, ça arrange les choses. Alors, justement, on va parler de parcours de vie. J'avais envie de vous interroger sur votre parcours. Je le fais avec toutes mes invités. Voilà, c'était quoi votre parcours petite? Emmanuelle Ducrot, elle rêvait de faire quoi quand elle serait grande? C'était quoi son objectif? Parce qu'elle avait plusieurs rêves. Alors moi, je viens d'une famille de Français normaux, très normaux. J'ai grandi dans une petite ville de la Loire avec des parents aimants, enfin une sœur. J'ai une famille très normale et très aimante. Je crois
Alors, la légende familiale, c'est vraiment une histoire, on se répète comme un truc amusant. On aime bien l'histoire, racontez-nous. Que j'ai voulu être journaliste avant même de savoir écrire. Ah oui, quand même, d'accord. Que à la maternelle, je voulais être journaliste sans même peut-être savoir exactement ce que c'était. D'accord. J'étais une enfant curieuse qui posait beaucoup de questions, très petites, mais vraiment. Et en fait, il y a une chose que je ne supporte pas dans la vie, c'est qu'on ne réponde pas à mes questions. Ça me rend vraiment folle. Donc, j'ai fait cette espèce de truc qui agaçait tout le monde, mon moteur. Ouais. De quoi est-ce que je rêvais? J'aime beaucoup dessiner et peindre. Et voilà, donc j'ai hésité un moment. Je me suis dit, est-ce que les beaux-arts, ce serait pas une bonne idée? D'accord. J'ai fait j'étais un enfant pour qui c'était facile. L'école, c'était facile. Enfin, les choses vont rentrer dans ma tête facilement. Enfin, je veux dire, c'était pas un sujet. Oui, il n'y avait pas de difficulté particulière. Voilà, je suis curieuse. J'avais envie de voyager. C'est ce que j'ai pas fait quand j'étais enfant et je voulais vraiment voir le monde. Et ça, c'était quelque chose qui je rêvais d'aventure et j'étais un peu solitaire quand même, aussi. Et quand j'ai passé mon bac, la question s'est posée de savoir ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais aux Beaux-Arts? Est-ce que je me suis inscrite dans une prépa littéraire où je suis restée 2 semaines parce que j'ai réussi le concours de Sciences Po à Grenoble. Pour mes parents, tout ça était un peu mystérieux et peut-être un peu des trucs de saltimbanque. Ils m'ont laissé faire en se disant que j'étais probablement débrouillarde et ils m'ont laissé faire, mais en fait, le journalisme, je pense, c'était quand même l'objectif de tout ça et je voulais passer un concours d'école de journalisme en me censurant beaucoup parce que je venais d'un lycée de province et que j'étais pas très sûre que... Vous n'étiez pas sûre de vous? J'étais pas sûre que j'avais le niveau pour le faire, Donc, je l'ai fait en n'y croyant pas trop. Et en fait, en vous posant vous-même beaucoup de questions. Exactement, beaucoup de questions. Et puis, en fait, après, les choses ont été assez linéaires. J'ai toujours travaillé. Alors, ça a été quoi votre premier job? Première expérience? J'ai travaillé dans une crêperie. J'ai fait de la plonge dans une crêperie. J'ai beaucoup travaillé quand j'étais adolescente. J'ai trié des documents dans un bureau d'études. J'ai travaillé dans une cabine d'autoroute. Ah oui, ok, d'accord. C'est formateur. Un travail qui a un peu disparu, mais j'ai lu tout Albert Cohen en un été, la nuit dans la cabine d'autoroute. J'ai fait beaucoup de choses, de petites expériences. J'ai commencé à être correspondant local de presse pour Le Progrès parce que j'ai gagné mon premier argent comme ça en allant photographier des mariages et des bébés à la maternité. Et voilà. Ça, c'était. Mais ça a été assez facile ou c'est un vrai parcours du combattant parce qu'on dit souvent que devenir journaliste, c'est quand même. Il n'y a pas beaucoup de postes, il y a beaucoup de prétendants, mais peu à l'arrivée. Alors, pour être correspondant local de presse, c'était pas très compliqué. J'ai poussé la porte de l'agence et il se trouve que le directeur de cette agence était le papa d'une de mes amies d'école. D'accord, ok. Voilà. Puis ça n'engageait pas à grand chose, j'écrivais des petits articles, etc. Enfin, voilà. Et bon. Après, oui, le journalisme, c'est un monde difficile. C'est un monde darwinien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent, beaucoup de jeunes qui lâchent. C'est compliqué. C'est violent. Pour moi, c'est un métier qui est plein de gratification, mais je comprends que ça puisse faire peur. Et j'ai pas beaucoup de conseils à donner aux jeunes journalistes, mais exploiter ce qu'on aime vraiment faire, ce qu'on sait faire, se trouver des spécialités, c'est vraiment souvent une très très bonne porte d'entrée. D'accord. Et puis, quitte à peut-être faire un autre job d'abord pour se former une expérience particulière ou non pas forcément. Je connais tellement de gens qui ont des parcours différents, mais souvent des gens qui à un moment ont osé pousser une porte, proposer quelque chose, et puis n'ont pas, c'est facile de faire du journalisme d'eau tiède. Oui, bien sûr. C'est souvent un reproche qu'on fait d'ailleurs. Et avoir des convictions, avoir des choses qu'on a envie de défendre en les étayant toujours avec des faits, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on est différent et que le journalisme, c'est un équilibre entre des faits, du travail et des personnalités. D'ailleurs, je suis toujours très admirative des directeurs des rédactions parce que gérer une équipe de journalistes, c'est un truc, c'est des égos, c'est un métier où, comme on dit, il faut savoir aussi gérer son rapport à soi-même, à l'image qu'on a de soi-même. On est exposé, on est attaqué, il faut être costaud quand même, il faut être solide et pas se laisser démonter parce que sinon on ne peut pas vivre de cette façon-là. C'est compliqué.
Ouais. On est toujours entre le public et le privé. Et donc, il faut savoir où sont les limites et savoir qui on est vraiment. Et peut-être aussi savoir se remettre en question. Bien sûr, ça arrive de se tromper. C'est terrible. Mais on a l'impression finalement les journalistes le font peu. Enfin, souvent dans le débat public, on a sans arrêt cette espèce de géométrie entre le journalisme et le politique où chacun se renvoie souvent la balle en disant à l'autre finalement c'est vous qui ne faites pas d'effort de remise en question de votre travail. C'est, comment dire, on n'est jamais quand on est journaliste et qu'on se trompe, on ne peut jamais revenir au même endroit et au même moment pour corriger l'erreur. C'est-à-dire que le temps est passé, les réseaux sociaux sont passés par là, le truc s'est peut-être un peu emballé. Enfin, c'est compliqué et les réseaux sociaux ne nous aident pas beaucoup à corriger les erreurs. Mais oui, personne n'est infaillible. Enfin, je veux dire, les gens se trompent. Il m'est arrivé de me tromper et je peux vous assurer qu'un article avec une erreur dedans, ça c'est le cauchemar. Excellent sommeil. C'est le truc qui m'empêche de dormir, vraiment. Enfin, voilà, m'être trompé sur quelque chose, avoir écrit quelque chose de faux, ça, vraiment, c'est... Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde, mais ça, c'est un truc qui est dur à vivre. Alors, d'ailleurs, vous avez commencé comme journaliste plutôt dans le domaine économique et financier. Je suis toujours journaliste éco. D'accord, toujours journaliste éco. Ouais. Et puis, finalement, il y a 5 ans, c'est ça, vous avez changé et vous êtes... en tout cas, vous avez été recruté pour travailler à l'Opinion. Alors, ça fait 8 ans. 8 ans. Oui. Comment ça s'est passé? Vous avez eu envie de changer? On est venu vous chercher? Comment ça fonctionne? J'étais journaliste financier, j'en ai eu marre à un moment. Et je me suis dit, bon, il faut que je change de secteur. Enfin, j'en avais marre. D'accord. J'avais fait un peu c'était assez ingrat, hein. Je lisais des comptes de résultats. Bon, voilà, j'ai appris énormément, mais j'en avais un peu marre. Et j'avais fait un peu de radio pour investir. Je travaillais pour investir à ce moment-là. Je faisais un petit peu de radio. Je faisais un petit peu de radio pour BFM Business, qui était à cette époque-là une radio. Je faisais un petit peu de radio pour Radio Classique. Et au moment où j'ai quitté ce travail chez Investir, il se trouvait que je devais faire un voyage personnel en Ukraine. Et j'ai appelé le patron de Radio Classique de l'époque, qui s'appelle Donald Dalrevel, qui est aujourd'hui Europe 1. Et je lui ai dit, Donald, on se connaissait pas beaucoup. Je lui ai dit, Donna, je vais partir en Ukraine. C'est l'anniversaire des 25 ans de Tchernobyl. Donne-moi un petit Nagra, un petit enregistreur. Je voudrais essayer de faire des trucs et puis tu feras ce que tu veux avec. Et il m'a donné le petit Nagra. Il m'a expliqué en un quart d'heure, je me rappelle, un technicien m'a expliqué comment monter un sujet. Alors, j'avais appris à l'école de journalisme à Lille, mais voilà. Et je suis partie avec mon petit Nagra et j'ai fait mes premiers reportages de radio, de vraie radio comme ça. Et ils lui ont plu. Et c'était vraiment un coup de bluff. Donc, ouais, vous avez proposé, vous avez innové. J'avais envie d'essayer un truc nouveau et je savais pas trop ce que j'allais faire après. Et en fait, ensuite, il m'a donné, je travaillais 3 jours dans sa rédaction par semaine, je faisais de l'information économique, je faisais des fiches par ailleurs. J'ai eu la chance d'être un journaliste qui n'est jamais resté sans travail, en fait. Ah oui, c'est assez rare. Voilà. Ouais. Alors, j'ai travaillé pour beaucoup de médias. Une année, j'ai eu 12 employeurs. Okay. C'était beaucoup. J'ai écrit des articles financiers pour elle. Je faisais beaucoup de choses. Et puis ensuite, j'ai ITélé, qui s'appelait encore ITélé à l'époque, avait besoin d'une journaliste pour faire un peu d'information économique à l'antenne. Donc, ma vie a changé de tour, c'est-à-dire que là, on devient visible, etc. Et puis, c'est de fil en aiguille de cette façon-là, parce que j'avais rencontré des gens que j'ai été recrutée à l'Opinion, d'abord pour faire des vidéos. Et puis ensuite, j'ai été intégrée à la rédaction pour parler des PME et de l'économie des territoires. C'est comme ça que j'ai commencé à l'Opinion, qui était un média qui se lançait. C'était un vrai pari. C'était l'aventure excitante où tout le monde avait envie d'être. Et pour moi, ce titre est important parce c'est un titre où on a beaucoup de liberté. D'accord. C'est vrai, ça. Il y a vraiment une différence. Il y a des médias dans lesquels on a plus de liberté que d'autres. C'est une réalité. Alors, je peux parler de ce que je connais, mais je sais que ce média-là, en tout cas, m'a donné la chance d'aller explorer les sujets que je voulais explorer. Et par exemple, le thème du glyphosate, qui a été un thème important pour moi. Alors, je sais que ce truc me colle à la peau et que le glyphosate me collera à la peau jusqu'à la fin de mes jours, mais ça a été un sujet important pour moi et que ma rédaction en chef a pris le temps d'écouter mes arguments. D'accord. Et de me dire, on va, vas-y. Oui, il y a une vraie rupture à un moment donné sur ce sujet d'agriculture et de glyphosate en particulier. J'ai été écoutée et on m'a fait confiance et on a eu confiance dans mon travail.
Voilà. Donc, ce média reste pour moi. Et alors, on vous a fait confiance, c'est plutôt des hommes, des femmes qui vous ont fait confiance dans votre parcours? Est-ce qu'il y a une... Alors, il se trouve que le journalisme est un métier de plus en plus féminin, mais il se trouve aussi que les états-majors des rédactions sont encore assez masculins. Alors, voilà, il se trouve que ce sont des hommes. J'ai jamais conçu, mon métier de journaliste comme une opposition et comme une nécessité absolue de m'imposer en tant que femme. Je pense, en revanche, qu'être une femme ne doit pas être un frein. C'est plutôt dans ce sens-là que je le conçois. Mais moi, j'interviewe beaucoup d'hommes. Je suis journaliste éco. Les milieux économiques sont quand même encore très, très masculins. Et je n'ai jamais ressenti le fait d'être une femme face à des hommes comme étant un élément d'infériorité. Mais vraiment jamais. D'accord. Et vous y pensez quand vous préparez vos interviews? Est-ce que vous faites attention à aller chercher aussi la vie de femme, ou est-ce que finalement vous faites les choses naturellement comme elles viennent? Vous n'avez pas de parti pris sur ça? C'est une chose que j'essaye de faire. Je me rends compte que naturellement, c'est pas spontané pour moi d'aller. On a tous à se remettre en question. Ouais. Mais j'applique à mes interlocutrices vous savez, seules les femmes se posent la question de savoir si elles sont aptes à répondre ou pas, les hommes jamais. Et c'est souvent, j'utilise souvent cet argument pour convaincre quelqu'un de me parler. D'accord. Et en fait, je me rends compte dans les sujets que je traite d'agriculture qu'il y a beaucoup de chercheuses, par exemple, qui s'expriment assez peu dans les laboratoires et qu'il faut souvent aller les chercher avec ce genre d'argument. Oui, les femmes s'exposent peut-être un petit peu moins facilement que les hommes. Et souvent, mon argument, c'est de dire, mais j'utilise ce qui m'a été appris pour essayer de les convaincre d'y aller. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'elles ont donné une interview, 2 interviews, après, c'est bon, quoi. Elles réfléchissent trop, les femmes, à ce genre de choses? Oui, on réfléchit trop. On réfléchit beaucoup trop. Mais en fait, c'est un manque de confiance dans notre travail, mais parce que, la plupart du temps, quand vous êtes spécialiste d'un sujet, un journaliste vient vous poser des questions, il n'a pas besoin que vous alliez dans la granularité extrême de votre sujet. Et ce que vous avez à dire est très suffisant pour ce qu'il va vouloir transmettre à son public. Donc oui, les femmes réfléchissent beaucoup trop, se posent beaucoup trop de questions. Quand vous vous êtes vous-même lancé dans l'aventure de l'opinion, est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce que vous en avez parlé à votre entourage? Comment vous avez fait pour... J'étais assez excitée par cette aventure-là. Enfin, vraiment, d'accord. J'étais contente d'être dans quelque chose de nouveau. Ça faisait vibrer la presse, on en parlait beaucoup. Enfin, c'était vraiment un truc excitant. Et ça reste très excitant. Oui. Cette aventure de l'opinion reste très excitant. Vraiment. Mais quand on m'a demandé, par exemple, de traiter des transports, c'est arrivé un peu après l'agriculture. La première fois, mon rédacteur en chef m'a dit, il faut que tu nous écrives un papier un peu... C'était sur la SNCF. Et la SNCF est une entreprise fantastique, extrêmement compliquée. C'est un sujet passionnel. C'est un sujet que des gens connaissent extrêmement bien. Enfin, voilà. Il y a des techniciens hyper pointus. Enfin, voilà. Et il m'a demandé ce sujet. Et j'ai pleuré. Ah oui, j'ai fondu en larmes. Pourquoi? Parce que l'angoisse? Oui, je dis, j'y arriverai pas. J'arriverai jamais. Ah bon, on revient, je suis pas à la hauteur. Je n'y arriverai pas. Je suis désolée, j'ai pas les contacts, j'ai rien. Je peux pas faire ce sujet. Et il m'a dit, mais calme-toi. J'étais peut-être un peu émotionnelle, ça m'arrive assez souvent. Il m'a dit, calme-toi. Tu vas travailler. Là, tu vas faire ce que tu peux. Et puis, ça va venir. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il m'envoyait gravir l'Everest en tongs. Mais son travail, c'est pas voilà. Non, mais il a fait son travail de rédacteur en chef et il m'a dit, tu vas aller chercher tes réponses, c'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas demander à un tel qui a tel contact de te le donner. On va sécuriser, on va sécuriser. Et en fait, la chose à faire quand on est journaliste et qu'on est qu'on se lance sur un sujet qu'on ne connaît pas, c'est les faits. On s'en tient aux faits et on cherche les faits. Et ça, on sait tous faire quand on est journaliste. Oui, donc c'est de la méthodologie. On commence pas à vouloir faire de l'opinion et de l'édito sur un sujet qu'on ne connaît pas. On s'en tient aux faits. Et en fait, c'est une leçon de presse quotidienne régionale, encore une fois. Les faits. Les faits. Voilà. Et donc, j'ai fait ça, les faits. Et ça a été de mieux en mieux. Aujourd'hui, quand je dois faire des sujets sur la SNCF, je ne parle plus. Un progrès. Très bien.
Comment les petites questions, les petites questions quiz d'Elione, je sais pas, tout simplement, c'est quoi une journée type d'Emmanuel Ducrot? Est-ce qu'il y a des journées types dans votre emploi du temps? Oui, alors le journalisme est fantastique parce que c'est un monde dans lequel on ne sait jamais exactement de quoi la journée sera faite. D'accord. Et ça, c'est super. Mais ça, c'est pas trop difficile, non? Il faut jongler dans plein de choses. Il y a des personnalités qui le gèrent plus ou moins bien. Moi, j'adore. Ok. Voilà, j'ai une bonne capacité d'adaptation. Ma journée type, c'est et je me réveille avec j'ai une petite fille qui a 6 ans. D'accord. Donc ma journée commence comme celle d'une maman. Généralement, on parle pas trop de journalisme à ce moment-là. Ni de glyphosate, je très rarement avec elle. Hein. C'est vraiment un truc que jamais. Donc on a un départ pour l'école qui consiste à dire bois ton jus de fruits. Mange ton gâteau, mets tes chaussures. Ça, je pense que je dois le répéter 45 fois. Un peu classique, c'est ça. Je fais une revue de presse, évidemment, tous les matins pendant qu'on fait le petit déjeuner. D'accord. J'ai arrêté d'écouter les radios avec le confinement parce que c'était très anxiogène pour ma fille. Ok. Parce pour moi, la radio a toujours été quelque chose de très naturel. Et il y en a une dans chaque pièce chez moi, branchée sur des stations différentes. Mais je me suis rendu compte que moi, j'étais capable de le gérer comme un adulte, mais elle pas. Donc ça, j'ai arrêté. On fera ça quand elle sera plus grande. J'écoute des extraits avec mon casque. Je la préserve de ça. Donc, je fais une revue de presse. Je la dépose à l'école. Et ensuite, la journée commence. On a une réunion de rédaction à 9h30 à l'Opinion, à laquelle on est là généralement si on peut. Donc, l'année a été un peu bousculée, mais bon, parfois, c'est plutôt des petits déjeuners, etc. J'essaye d'avoir élaboré la veille au soir ou le matin un sujet à proposer parce que c'est très angoissant pour moi d'arriver sans proposition de sujet, etc. Oui, parce que là, c'est un quotidien, donc il y a un rythme qui est souvent... C'est un quotidien qui est très soutenu. On écrit énormément, on écrit beaucoup et on écrit sur des sujets... on est sans aide d'agence de presse, tout est produit maison. Donc, il faut vraiment que ce soit... C'est vous qui souvent venez avec des idées. D'accord. Vous faites des propositions. Tous les jours. Par contre, parfois, votre rédacteur en chef, j'imagine, vous dit, non, moi, j'ai besoin que tu fasses ça. Oui, et ça arrive qu'on change de sujet en cours de journée parce que l'actualité a changé. Enfin, je veux dire, et j'insiste sur le fait que le journalisme, c'est aussi un travail d'équipe. D'accord. C'est-à-dire que l'opinion, c'est une équipe. On discute ensemble des sujets et c'est un truc super, c'est que les unes de l'opinion sont souvent construites avec les journalistes de l'opinion, qu'on est amené à travailler avec un tel un jour, avec un autre. Enfin, voilà, voilà. Donc ma journée, c'est donc le matin, j'essaie de faire les interviews, les rencontres, etc. À midi, on a souvent des déjeuners classiques. L'après-midi, c'est beaucoup de travail de rédaction. Le mardi est une journée un peu spéciale pour moi parce qu'il y a l'émission de David Pujadas. Donc, il faut que c'est une double journée parce qu'il faut que je travaille aussi des sujets pour l'émission du soir. J'essaye de... Donc, ça veut dire que c'est des sujets que vous connaissez en amont et que vous arrivez avec une escarcelle de sujets avec... Moi, j'accepte pas d'aller dans des émissions où on me demande de parler. D'accord. Parce qu'on on se pose souvent la question, on se demande sur les plateaux de télé. Mais moi, je veux pas faire ça. D'accord. Vous êtes préparé. Mais mon travail, c'est de donner de la valeur ajoutée aux gens. Pas juste mon avis. Mon avis n'a aucun intérêt en soi. Mon avis a un intérêt parce qu'il est travaillé. Donc, si on me demande d'aller, moi, je suis pas de la chair à antenne. Je veux pas faire ça. Ça fait du mal au journalisme. Donc, il faut travailler avant. Voilà. Donc, on rend notre copie vers 19h généralement bien avant si on peut parce qu'on évite de mettre mon rédacteur en chef. Voilà. Ensuite, je rentre à la maison en dessinant dans le métro. D'accord. Parce que c'est ma soupape. Je dessine dans le métro. Je fais des petits portraits des gens. C'est mon moment où je... Ok, c'est intéressant. C'est votre moment à vous, votre petite bulle. Ma déconnexion est là. Voilà. Je parle à mes amis, je parle à ma famille. J'ai la chance d'avoir un environnement très sympa. Enfin, voilà, je suis d'accord. Gens. Ensuite, je retrouve mon enfant avec plaisir et c'est ce qui me ramène au sol. C'est facile de perdre le contact dans ce monde un peu fou du journalisme. On est quand même dans un monde qui n'est pas très normal. Et qui va vite. On passe d'un sujet à un autre. On a été sollicité toute la journée, etc. Ça me ramène au sol. Je regarde pas beaucoup la télévision, j'en ai une et souvent je perds la télécommande pendant un mois. D'accord. Je regarde pas beaucoup de séries, ce genre de choses. C'est pas mon univers. Je lis plus et puis je prépare des voyages parce que c'est le truc qui me fait avancer. Mes journées sont assez banales finalement. Elles sont bien remplies, hein. Elles sont bien remplies. Ouais. Alors je crois quand même que
si on est dans le moment un peu elle, il y a un moment important dans ma journée, c'est celui où je me dis, il faut que la vie, ce soit un petit peu du cinéma quand même. Ah oui, alors racontez-nous, ça c'est rigolo. Et ça veut dire quoi, la vie il faut s'habiller pour la vie. D'accord. Voilà. Moi, je veux me dire le matin en partant de chez moi, je me suis débarrassée de mon souci vestimentaire, etc. D'accord. J'aime être habillée dans des vêtements qui me vont bien, dans lesquels je me pose pas de question de savoir où est mon corps, etc. J'aime les jolies choses et les jolis vêtements, c'est vraiment mon truc. Voilà. Mais une fois que c'est choisi, on l'affirme et on le. Mais parce qu'il n'y a pas de honte à ça. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie et ça rend la vie plus belle d'être. C'est aussi une façon de respecter les gens qu'on rencontre. Oui, ça je crois aussi. D'être correctement. Enfin, d'avoir fait l'effort, d'être présentable. Et d'oublier ses complexes, c'est ça. Alors ça c'est un truc. Peut-être ce que j'aurais dû dire aux femmes. Vos complexes ne regardent que vous. Ça suffit. Faites maintenant, voilà, c'est vous. Les gens les voient pas. Vos complexes, ils les voient pas. Donc arrêtons de les pointer. Alors vous les pointez pas, vous en parlez pas, parce que sinon vous devenez votre complexe. Ouais. Et ça n'a absolument aucun intérêt d'être un complexe sur pattes. Et balancer ça au visage des gens, c'est pas très sympa pour eux et c'est pas très sympa pour vous. Oui, c'est vrai. Beaucoup de mal. Donc en fait, c'est inutile, donc on arrête. Voilà, donc on arrête. Les complexes n'ont aucun intérêt, à part pour se faire un peu de mal, etc. Mais en fait, une fois que vraiment, enfin, c'est comment dire, l'affirmation de soi. Enfin, je veux dire, on est comme. C'est une étape importante si on veut aussi avoir plus de place dans le débat public, c'est que ça passe aussi par là. Parce que ça occupe un temps de cerveau qui serait mieux utilisé à autre chose. On a tous des problèmes dans la vie, des moments de haut et de bas, etc. Mais il y a un moment où on se dit, à quoi est-ce que mon temps est mieux utilisé? Est-ce que c'est à ça? Voilà, on est tous dans les moments. Enfin, voilà. Donc, et alors, dans ces notions de temps, on parlait tout à l'heure d'agenda un peu rythmé. C'est quoi la meilleure façon de joindre Emmanuelle Ducrot? C'est quoi? Vous êtes plutôt mail, plutôt téléphone, plutôt Twitter? Est-ce que mon mail, c'est pas la peine. En fait, il est régulièrement bloqué. Je me fais taper sur le doigt parce que ma boîte mail déborde. Alors ça, c'est une régularité absolue de toutes mes invités. C'est terrible. En fait, je ne lis plus les mails. C'est horrible. Le mail a tué le mail. Oui, on est abreuvé. Voilà. Le SMS est une bonne façon de me joindre. Et les gens me joignent par les messageries Twitter, ça marche assez bien. Mais le SMS, c'est vraiment la chose où je réponds plus facilement. Sachant que je suis dure à joindre et pas sympa avec ça. Il faut insister, c'est les vrais, faut vous joindre. C'est ça. Très bien. Je vous propose le temps, je vois, défile. On papote, on boit un café, c'est très agréable. Mais je voulais que vous nous donniez peut-être un conseil pour aider les femmes qui auraient envie de peser dans le débat public à se lancer. Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'elles osent s'impliquer, s'investir, prendre leur place dans le débat public? Alors c'est ça, se déverrouiller de cette espèce de peur de l'illégitimité. Alors je crois qu'il faut qu'elle compte aussi sur les hommes et je pense que ce combat-là doit passer par les hommes. Derrière la plupart des hommes qui pèsent dans le débat public, il y a des femmes qui relisent leurs textes, qui les aident à élaborer leurs idées, qui les aident à structurer leurs pensées, qui polissent les rapports avec leurs supérieurs hiérarchiques, divers collègues, etc., qui apaisent leurs angoisses, etc. Ce travail-là est un travail. Et il faut que les hommes se rendent compte que souvent faire émerger la figure féminine, les figures féminines qui sont dans leurs équipes, et les faire prendre la lumière est quelque chose qu'ils vont s'apporter à eux-mêmes. Et je pense qu'il faut que les femmes poussent les hommes aussi à faire ça. Et à dire maintenant ça suffit. Écoute, moi ça fait 12 fois que je relis ton truc là. Ouais. Donc il n'y a pas de raison, en fait, je l'ai écrit autant que toi. Enfin, donc je crois que c'est un jeu qui se fait à deux. On n'est pas en opposition, autant se servir les uns des autres. C'est un petit peu ça, on travaille en équipe. Oui, mais parce que je crois que si on est juste en train d'essayer de se dégommer les uns les autres de la scène, personne n'y arrivera jamais. Quoi. Ensuite, il faut réfléchir à, comment dire, la vie, c'est quand même toujours des choses qu'on fait en plus. Quand vous êtes petit, vous allez à l'école, vous avez juste à apprendre à écrire, puis après, vous faites des maths, et puis vous devez trouver de la place pour faire du sport, et puis vous trouvez ensuite de la place pour un amoureux, pour des enfants, etc. Et on se rend compte que notre emploi du temps, finalement, on arrive toujours à l'aménager d'une manière ou d'une autre. Et à faire de la place pour les choses importantes. Alors même qu'on pensait que c'était pas possible. Encore une fois, je fais pas de grandes généralités sur les hommes et les femmes, mais
la capacité d'organisation, de priorisation, ça existe et on sait faire. Et en fait, je crois qu'en vieillissant, on apprend à se débarrasser de beaucoup de choses qui sont pas des choses essentielles, qui sont des choses chronophages. Les complexes en étant le premier. Et puis aussi, je crois, à un moment, il faut se libérer du regard des autres. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais vous demander. Le regard des hommes et le regard des femmes. Et je suis assez, quand je regarde le débat du féminisme en ce moment, je me dis, mais on est en train de marcher sur la tête. On est en train de nous expliquer qu'il faut s'affirmer, mais qu'il y a des manières de s'affirmer en tant que femme qui ne sont pas les bonnes. Mais on se trompe de combat. Je pense qu'on se trompe de combat. Et en fait, finalement, peut-être que c'est l'affirmation de chaque personne et de son talent qui devrait compter plus que son genre ou son sexe, ou je ne sais même pas comment on doit appeler ça. Mais les femmes doivent se prendre en main et les hommes doivent cesser de considérer que le travail des femmes comme elles leur est acquis comme quelque chose de normal. C'est une reconnaissance aussi qu'il faut aller chercher, je crois. Donc c'est peut-être un travail qu'on peut essayer de faire. Alors sur le volet plus de l'éducation, ça remonte à l'enfance, ça peut-être. Oui, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on élève nos petits garçons et nos petites filles. Alors sans les mettre dans des cases en fait. Oui, alors on dit toujours. Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Et donc j'ai une petite fille qui adore s'habiller en rose. J'en parle beaucoup. C'est ce que j'ai de plus précieux. Oui, comme toutes les mamans, généralement. Mais elle est importante pour moi aussi parce que je réfléchis souvent à l'image que je donne à ma fille, à l'exemple que je serais peut-être pour elle. On a le droit d'avoir des hauts et des bas, des moments où ça va moins bien, etc. Enfin, ça arrive à tout le monde. Et les hommes aussi, sauf que c'est un tabou. Mais ça nous arrive à tous. Et mon combat au quotidien serait complètement inutile si mon idée de dire je veux pas que ma fille s'habille en rose tous les jours alors que c'est le truc qui vraiment est important pour elle. Ça lui fait plaisir. Ah, mais c'est vraiment même pas négociable, elle veut rose et des robes de préférence. Donc, mon combat doit plus consister à dire quoi que tu décides de faire, ne te l'interdis pas sous prétexte que tu es une fille. Et tout doit être travail. Voilà, c'est ça. Travaille pour obtenir ce que tu veux, bats-toi pour obtenir ce que tu veux, révise tes priorités si tu vois que ça fonctionne pas comme tu veux, mais voilà, le message il est là et je pense que les enseignants ont aussi beaucoup de travail pour valoriser l'équité de la parole entre les garçons et les filles, etc. Et effectivement, il y a des stéréotypes contre lesquels il faut lutter. Mais moi, je pense que si c'est juste partager l'espace dans la cour de récréation et les couleurs des jouets, on se trompe vraiment de combat. Je pense que il est plus dans l'aide à l'affirmation des personnalités, quelles qu'elles soient. Et ça vaut pour les petits garçons parce que je pense qu'il y a beaucoup de petits garçons qui se sentent un peu contraints dans des choses très masculines. Quoi faire, quoi. Enfin, je veux dire, Oui. Voilà. Il faut pousser les femmes à prendre leur part et à s'affirmer et à se poser moins de questions. C'est un petit peu ça, si je résume ce que vous nous avez dit. Oui, et demander. En fait, voilà. Ça, c'est un truc aussi, c'est que s'affirmer dans le débat public, ça veut parfois dire prendre son téléphone et dire « je veux ça ». Très bien, oui. J'ai envie de faire ce truc-là. Et je ne vais pas attendre qu'on vienne me chercher. Parce qu'on ne viendra pas. Parce que les gens ont beaucoup de choses à faire, parce qu'ils ne vont pas penser à vous. Et en fait, se rendre service à soi-même, et parfois ça coûte un peu d'envoyer un SMS qui demande quelque chose. Mais dire, moi je crois que sur ce truc-là précisément, j'ai vraiment quelque chose à proposer, est-ce qu'on ne peut pas en parler ? Et je crois que ça vaut pour tout, et ça vaut pour quel que soit le métier qu'on fait en tant que femme. Je veux dire, ça peut fonctionner pour l'infirmière dans un hôpital, pour la femme qui travaille dans un supermarché et qui a besoin d'une augmentation. Il y a un moment où, en fait, il faut oser demander les choses. Elles viennent pas à nous seules. Il faut les demander sans honte. Et parce qu'on les mérite, quoi. Si on estime la mériter. Très bien, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Emmanuelle Dupont. Merci, Alexandra. On a passé un moment merveilleux dans ce Café des Lyonnes.
Vous étiez la dernière invitée de la saison, puisque là, on va faire une petite pause pour l'été. Donc, je vous invite à évidemment envoyer vos remarques, vos commentaires, vos suggestions par mail, parce que moi, je les lis. Là encore, je peux les recevoir, donc n'hésitez pas. Voilà. Ça s'appelle, le mail, c'est l'équipe-des-lyonnes@gmail.com. Et aussi évidemment à réagir sur le groupe des Lyonnes sur LinkedIn. On reviendra à la rentrée avec de nouvelles invités. Donc, faites vos suggestions. Si vous avez des idées de Lyonnes à proposer, faites-le. Et puis voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. J'espère que voilà, vous aurez apprécié comme moi notre invité de ce jour. Et je vous souhaite une bonne journée, parce que je crois que là vous allez repartir à fond pour nous rédiger de beaux sujets pour demain. Et on aura plaisir à vous lire. Voilà. Merci infiniment. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Et à bientôt sur l'équipe des Lyonnes.